ce soir, on examine combien on pourrait être d'humains sur Terre dans l'avenir et à quoi ressemblera la population mondiale. Alors, pour explorer le futur, c'est bien d'avoir en tête les évolutions passées. Et donc, je vous propose de revenir 2000 ans en arrière, pas au néolithique ou au paléolithique, mais 2000 ans en arrière. Alors, pour toute cette présentation, je m'appuierai exclusivement sur des ressources en ligne, gratuitement, et que donc, j'ai contribué à mettre sur le site de l'Institut national d'études démographiques. Donc, tout ce que l'on va visiter, tout ce que l'on va voir comme graphiques, dont certains sont animés, vous-même pouvez les revoir, les parcourir de chez vous, de votre ordinateur. Alors, je vous ai dit, retournons 2000 ans en arrière, examinant combien il y avait d'humains sur Terre. Et donc, je me branche sur le site de l'Institut national d'études démographiques et notamment sur cette animation sur l'évolution du nombre des hommes. Alors, elle montre qu'il y a 2000 ans, on était 250 millions d'humains. Alors, c'est un chiffre très approximatif. C'était peut-être le double, c'était peut-être la moitié. Il n'y avait pas de recensement comme aujourd'hui. Ce qui est plus sûr, c'est qu'au cours des 2000 ans qui ont suivi, la population n'a guère changé. Elle a augmenté très légèrement, cette augmentation amenant la population à près de 1 milliard d'habitants à la fin du 18e. Et là, elle franchit le cap du milliard et se met à augmenter rapidement. Elle atteint 2 milliards en 1927, 3 milliards en 1960, 4 milliards en 1974, 5 milliards en 87, 6 milliards en 99, 7 milliards c'était il y a 3 ans, en 2011. Et, eh bien, où nous mène cette croissance? Combien d'hommes demain? Alors, les démographes de mon genre annoncent qu'on pourrait être 9-10 milliards d'habitants en 2050. Et aussi que la population à cet horizon n'augmenterait plus, ou en tout cas plus aussi rapidement qu'aujourd'hui. Alors sur quelle base repose ce pronostic? Une autre question, pourquoi la population n'augmentait guère jusqu'à il y a 200 ans, et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour qu'elle se mette à augmenter très rapidement? Donc aujourd'hui, quelle est la croissance de la population, puisqu'elle augmente rapidement? Eh bien, elle vient de ce que chaque seconde, en moyenne, 4 bébés naissent et 2 personnes meurent. Donc, vous voyez, l'équation démographique n'est pas très compliquée. Il y a 2 personnes en plus sur la planète. Alors, ça correspond donc à 200 000 par jour, hein, une ville comme Saint-Étienne. 75 millions par an, un pays comme l'Allemagne en plus, et un taux de croissance de 1,2% par an. Alors, avec un tel taux de croissance, eh bien, les 6 milliards et demi qu'on était en 2005 seraient le double en 60 ans plus tard, 13 milliards en 2065, 26 milliards en 2125, etc. On arrive très vite à des chiffres astronomiques. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas du tout le pronostic des démographes de mon genre. Hein. On ne serait que 9-10 milliards en 2050, mais guère plus. Donc, toujours cette question, d'où cela vient-il? D'où vient cette annonce, hein? Alors, autrefois, jusqu'à il y a 2 siècles, eh bien, la population n'augmentait pas ou qu'à un rythme très lent. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y avait une sorte d'équilibre démographique. Chaque couple, chaque femme mettait au monde autour de 6 enfants en moyenne chacune. Ça, c'était vrai partout sur la planète. Mais la majorité de ces enfants mouraient en bas âge et il ne restait que 2 parmi 6 qui arrivaient à l'âge adulte, qui eux-mêmes pouvaient donc avoir des enfants. Donc 2 parents remplacés par 2 enfants devenant parents. La population se renouvelait à peu près exactement, donc une évolution de type courbe horizontale. Alors, dans le détail, localement, ce n'était pas le cas. En fait, la population était en croissance lente. Régulièrement, des épidémies, des famines décimaient la population qui mettait 1, 2, 3 générations à récupérer. La population, vous voyez, n'augmentait pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 siècles pour que la population se mette à augmenter? Eh bien, dans une partie du monde, en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord, le XVIIIe siècle est une... Donc, partout sur la planète, on avait, jusqu'à il y a 2 siècles, cet équilibre entre beaucoup de naissances, beaucoup de décès et, au total, une population qui stagnait. Et alors, il y a 3 siècles, 2 siècles, au XVIIIe siècle,
En Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord, eh bien, phénomène nouveau, la mortalité se met à baisser, notamment la mortalité des enfants. Pourquoi? Eh bien, grâce au progrès économique dans cette région du monde, donc l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord, grâce aussi aux premiers progrès de l'hygiène et de la médecine. La fin du XVIIIe siècle voit l'invention du premier vaccin, le vaccin contre la variole, par un médecin anglais, Jenner, qui reprenait une pratique chinoise. Et cette invention et sa diffusion très rapidement en Europe de l'Ouest, en Angleterre d'abord, puis dans tous les autres pays d'Europe de l'Ouest, a provoqué une baisse sensible de la mortalité, notamment chez les enfants, parce que la variole était une cause importante de décès à l'époque. Vous savez que la variole a été éradiquée de la planète il y a maintenant 30 ou 40 ans, mais c'est la seule maladie qu'on ait éradiquée. Il faut se souvenir que c'était une cause importante de mortalité. Alors, donc la mortalité se met à baisser dans cette région. Les familles continuent à avoir beaucoup d'enfants. Moins de décès, autant de naissances. Apparaît un excédent des naissances sur les décès. Je parle toujours de l'Europe de l'Ouest, de l'Amérique du Nord, qui alimente le début d'une croissance démographique rapide. Au bout, alors donc c'est plus seulement 2 enfants sur les 6 qui arrivent à l'âge adulte, c'est 3, 4. Alors, apparaît au bout de quelques temps un nouveau comportement, la limitation volontaire des naissances. Il faut dire que ces enfants qui survivent en plus grand nombre, il faut les nourrir, il faut les habiller, ça devient la mode, les envoyer à l'école, tout ça représente des coûts, et apparaît un nouveau comportement dans ces régions du monde. Les couples se mettent à limiter volontairement les naissances. Il faut imaginer que jusqu'alors, eh bien, on a de la peine à l'imaginer tellement on est habitué aujourd'hui à avoir les enfants que l'on veut, quand on veut. À l'époque, ce n'était pas les couples qui décidaient eux-mêmes du nombre d'enfants qu'ils avaient, c'était la physiologie. Et pourquoi cette idée de contrôler soi-même, de décider soi-même du nombre d'enfants qu'on aurait n'était pas là? C'est parce que c'était considéré comme une décision relevant de Dieu, de l'extérieur. Et donc la vraie révolution, c'est pas tellement d'avoir inventé des moyens de contraception. On en dispose de plus en plus performants et de moins en moins gênants. À l'époque, cette limitation des naissances, c'était pour des pays comme la France le retrait, le coït interrompu. Il n'y avait pas de pilule, il n'y avait pas de stérilet. On est il y a à la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. Mais c'est tout d'un coup l'émergence de cette idée, c'est à chacun, à chaque couple finalement, que revient de décider du nombre d'enfants qu'il aurait et non pas à une puissance supérieure ou à la physiologie. Voilà, c'est ça la vraie révolution et elle s'est faite, donc elle a commencé il y a plus de 2 siècles avec des moyens, des techniques de limitation des naissances qui étaient celles de l'époque, donc le retrait et des méthodes d'avortement très rudimentaires. Alors, la natalité se met à baisser. Mais les progrès en matière d'hygiène de médecine se poursuivant, la mortalité également, l'excédent des naissances se maintient, jusqu'au moment où les 2 courbes de natalité et de mortalité se rejoignent à des niveaux bas. C'est la situation que connaît un pays comme la France aujourd'hui. Chaque couple a en moyenne 2 enfants. On en a encore entendu parler hier ou ce matin, puisqu'on a eu la publication par l'INSEE du bilan démographique 2013, et le chiffre exact, c'est 1,99 enfants en moyenne par femme. Vous voyez, on est pratiquement à 2. Et ces 2 enfants, eh bien, nouveauté par rapport à autrefois, ils sont pratiquement assurés de vivre une vie complète, d'échapper à la mort pendant l'enfance. Donc, il reste en France une petite mortalité infantile, 3 nouveau-nés sur 1000 qui meurent avant d'atteindre leur premier anniversaire. Mais vous voyez que ça n'a rien à voir avec le chiffre du milieu du XVIIIe siècle. C'était 300 pour 1000, 300 nouveau-nés pour 1000 qui n'atteignaient pas leur premier anniversaire. Aujourd'hui, c'est 3 pour 1000 en France. Et donc, les 2 enfants qui naissent dans le couple sont assurés de devenir adultes et donc de remplacer les 2 parents. Donc, on est dans un nouvel équilibre avec moins de naissances, moins de décès dans les familles.
Et donc, voilà, en 2 siècles, l'histoire qui est arrivée en Europe, en Amérique du Nord, et que les démographes appellent la transition démographique. Donc 2 changements majeurs, la diminution de la mortalité et la diminution de la natalité, mais qui ne se sont pas faits simultanément, et résultat, pendant toute cette période temporairement, il y a eu un excédent des naissances sur les décès qui a entraîné une multiplication de la population. La population d'Europe a été multipliée par 4 au cours des 2 derniers siècles, sans compter tous les migrants qu'elle a fournis qui sont allés peupler l'Amérique, l'Afrique du Sud, l'Australie, etc. Alors, cette histoire qui est survenue en Europe, elle est également survenue dans les autres régions du monde, mais plus tardivement qu'en Europe. L'Asie, l'Amérique latine et l'Afrique également ont connu à leur tour les progrès de l'hygiène et de la médecine, et la mortalité a baissé dans ces continents. Et de même, comme en Europe, au bout d'un certain délai, les familles se sont mises à limiter leur naissance. Donc cette histoire qui a commencé en Europe, elle est arrivée, ou elle est en cours dans les autres régions du monde, mais elle est plus ou moins avancée. Donc, on a vu qu'en Europe, on a terminé la transition démographique. Et les questions que l'on se pose, c'est plus quel est le nouveau modèle démographique que va suivre la population, car le modèle de la transition démographique annonçait à la fin de la transition un équilibre entre les naissances et les décès, parce que les couples étaient censés avoir 2 enfants chacun en moyenne. Alors, c'est ce qui se passe en France pour l'instant, mais la France est une exception. Dans la plupart des pays industrialisés, la fécondité a baissé bien en dessous de 2. La moyenne de l'Union européenne, c'est 1,6 enfants en moyenne par femme. Au Japon, c'est 1,4. En Corée, c'est 1,2. En Chine, 1,5. Et donc, l'Amérique du Nord également a terminé sa transition. Pour l'Asie, également. Vous avez des chiffres de fécondité, donc de nombre d'enfants par femme de 2005. Ils ont été actualisés récemment. C'est plus 2,4 enfants en moyenne par femme en Asie. Aujourd'hui, c'est 2,2. Donc on est très proche de ce chiffre de 2,1 que vous entendez sans doute de temps en temps, qui est le seuil de remplacement des générations. C'est pareil pour l'Amérique latine, qui est pratiquement au seuil de remplacement des générations. Le dernier continent à être entré dans la transition démographique, c'est l'Afrique. L'Afrique a connu donc une baisse sensible de la mortalité, malgré le sida, on pourra en rediscuter. Elle est à peu près au milieu de la transition démographique. On observe les premiers signes d'une baisse de la fécondité, mais pour l'instant, les femmes continuent à avoir beaucoup d'enfants. Alors, la transition démographique, c'est le modèle sur lequel s'appuient les démographes pour tenter de se projeter dans l'avenir, pour explorer le nombre des humains demain. Et alors, je vous propose de faire avec moi un exercice de projection de population. Donc, on va ensemble faire des projections de population en utilisant un autre outil que j'ai mis sur le site de l'INED et qui est accessible, qui s'appelle le simulateur de population. Donc, il se présente sous forme d'un écran de contrôle. Vous avez la population mondiale représentée sous forme d'une pyramide des âges. Vous avez à gauche une échelle verticale de fécondité, c'est le nombre moyen d'enfants par femme. Donc en 2013, 2,43 enfants par femme en moyenne, à l'échelle mondiale. Et à droite, une échelle d'espérance de vie à la naissance, pratiquement 70 ans en moyenne à l'échelle mondiale. Voilà. Alors, cet outil permet, par exemple, d'explorer combien il y aurait d'humains dans les prochaines années si la fécondité et l'espérance de vie se maintenaient au niveau d'aujourd'hui, donc les niveaux qui sont indiqués. Alors, je vais démarrer la simulation. Alors, je vais faire une vitesse lente. Voilà.
Alors, la simulation, elle consiste à faire avancer le temps. Chaque année, donc, chaque génération gagne un an, donc elle grimpe dans la pyramide. Il y a une partie de la génération qui meurt, donc on l'enlève. Et puis, il y a une nouvelle génération qui apparaît à la base, c'est les enfants nés dans l'année. Alors, dans ce modèle, avec une fécondité et espérance de vie fixée au niveau d'aujourd'hui, la pyramide poursuit sa croissance. Alors, je vais afficher la courbe d'évolution du total, hein, voilà, et je vais accélérer un petit peu le temps. Alors, s'affiche, mais vous ne le voyez pas bien, le total ici. Donc, avec cette simulation, on a bien dépassé 10 milliards, là, hein, en 2100. En 2200, on serait pas loin de 20 milliards. Donc, c'est une courbe exponentielle de croissance ininterrompue de la population. C'est un peu ce que beaucoup d'entre nous, certains d'entre nous, ont en tête quand ils évoquent la croissance démographique. La population s'accroît rapidement et ils imaginent que ce rythme d'accroissement va se maintenir. S'il se maintient, ben, c'est un scénario un peu comme celui que j'évoquais tout à l'heure. On arrive vite à des centaines, des milliers de milliards d'habitants. Alors, on va voir quoi penser de ce scénario, mais il est intéressant parce qu'il correspond au niveau d'aujourd'hui. Donc, j'arrête ce scénario qu'on a malheureusement un peu en tête tout le temps quand on évoque la population mondiale et sa croissance. Alors, faisons un deuxième scénario, et alors là, assez aussi fantaisiste. Les hommes politiques, les hommes qui pensent avoir le pouvoir de changer les choses, hein, certains se disent, mais on est trop nombreux, la population s'accroît trop vite, il faut, alors c'est ce que pensent aussi beaucoup de gens, faire quelque chose. Et un homme politique, certains pensent qu'ils peuvent avoir une influence et faire changer les choses. Imaginons un tyran planétaire qui ait le pouvoir d'imposer à toute la planète une restriction des naissances, et ceci dès aujourd'hui, et ceci pour arrêter la croissance démographique. Alors, vous voyez que la fécondité est de 2,43 enfants en moyenne par femme. Eh bien, imaginons un tyran planétaire qui décide, ben, à partir de maintenant, ça va être 1,5 enfants en moyenne par femme sur la planète. Donc, on va laisser les grossesses en cours. Donc, à partir de dans 9 mois, on va réduire fortement. Alors, un tel tyran penserait avoir sauvé la planète en ayant arrêté la croissance. Voyons ce qu'il en serait. Alors, je vais réduire la croissance. Donc, je ne change pas le paramètre d'espérance de vie, je démarre la simulation. Alors, tout de suite, le nombre de naissances a beaucoup diminué, vous voyez, puisqu'on a réduit la fécondité de pratiquement moitié, un peu moins. Mais vous voyez que la croissance se poursuit, la population continue d'augmenter, alors à un rythme moindre. C'est sûr qu'au bout d'un certain temps, et là, on va augmenter la vitesse, avec une telle fécondité, eh bien, la population se mettra à baisser. Pourquoi? Parce qu'un enfant et demi par femme, c'est en dessous du seuil de remplacement des générations qui est de 2 enfants. Un enfant et demi, ça ne permet pas donc le remplacement de la génération à terme. Alors, vous voyez que dans ce scénario, on obtient bien à long terme non seulement un arrêt de la croissance, mais une diminution de la population, mais pendant quelques années, au début, quelques décennies, la population continue de croître. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 fois plus de naissances que de décès actuellement, même en réduisant drastiquement le nombre de naissances. Alors, je ne l'ai pas réduit à plus de moitié, hein, eh bien, on ne stoppe pas la croissance tout de suite. Sans parler de ce qu'un tel scénario est irréaliste, hein, mais vous voyez que même en l'imaginant, eh bien, il n'aboutirait pas à un arrêt de la croissance tout de suite.
Voilà. Alors, on va arrêter cette simulation et on va observer maintenant le scénario moyen des Nations Unies. Et donc, dans ce scénario, et je le démarre, voilà, l'hypothèse, c'est que la fécondité va baisser dans les prochaines années. Vous voyez le curseur qui diminue, en continuité des évolutions observées ces dernières années. Donc la fécondité baisse d'année en année dans le monde. Les femmes ont de moins en moins d'enfants. Du côté de l'espérance de vie, eh ben, le curseur monte, l'espérance de vie augmente à l'échelle mondiale. Et je vais augmenter la vitesse. Donc la population continue d'augmenter. On peut afficher la courbe. Et on arrive en 2100 à un chiffre supérieur à 10 milliards d'habitants. Mais alors, les Nations Unies s'arrêtent à 2100 dans leur projection. Mais on peut aller plus loin nous-mêmes. Et donc, regardez ce qui se passerait. Je vais augmenter un peu. Voilà, avec un tout petit peu plus de 2 enfants en moyenne par femme, la population mondiale est quasiment stabilisée. Elle n'augmente plus, elle ne diminue plus. Voilà. Alors, vous avez vu d'abord que ce scénario aboutit à ce chiffre de 9-10 milliards en 2100 et un quasi-arrêt de la croissance démographique à cet horizon-là. Alors, est-ce que c'est un scénario réaliste? Il pose plusieurs questions. Une première, est-ce que l'espérance de vie donc, va continuer d'augmenter? C'est très probable. Est-ce qu'elle va s'arrêter à 80 ans? C'est le chiffre en 2100. Là, oui, je ne l'ai pas changé. Peut-être que les recherches des scientifiques de molécules qui ralentiraient le vieillissement biologique vont permettre de vivre plus longtemps. Et voilà ce que donnerait une rallonge de 10 ans de l'espérance de vie à la naissance à l'échelle mondiale. Chaque personne donc, qui naît sur Terre vit non pas 80 ans, mais 90 ans. Vous voyez que ça augmente la population en rajoutant un étage à la pyramide, mais ça ne change pas fondamentalement le nombre total, dès le moment que le nombre de naissances chaque année reste le même. Alors le deuxième paramètre, c'est la fécondité. Et si la fécondité se stabilise, mais un peu en dessous de 2 enfants, même j'avais mis 2,0607 enfants, eh bien, vous voyez que immanquablement, la population se met à diminuer et de façon indéfinie. À l'inverse, si elle se stabilise, la fécondité, mais à un niveau un peu supérieur à 2 enfants, on retombe dans un scénario de croissance indéfinie. Alors, voilà. Pourquoi les démographes des Nations Unies privilégient un scénario où la fécondité se stabilise pratiquement à exactement 2, et quelque chose? Alors, normalement, c'est 2,06 enfants qui permet la stabilisation. Vous me direz probablement qu'il n'y a aucune raison que les humains demain aient exactement en moyenne 2,06 enfants, donc ce qui permet, vous voyez dans le modèle, le simulateur, la stricte stabilisation de l'humanité, qui peut être un objectif en soi. Mais dès le moment qu'on imagine une autre valeur, vous voyez qu'on tombe vers soit une explosion de la population, et donc une disparition probablement des êtres humains et de l'espèce humaine assez vite. Et dans le scénario où la fécondité se stabilise en dessous de 2 enfants, là aussi une disparition de l'espèce humaine, mais par manque de naissance. Alors, là on parle du long terme, mais vous voyez bien que la difficulté, c'est d'imaginer ce que sera la famille demain, combien d'enfants les couples, les humains de demain auront. Mais c'est vrai que les démographes, qui un peu comme tous se font mal à l'idée de la disparition d'une nouvelle espèce, en plus de celles qui disparaissent tous les jours, c'est l'espèce humaine. On a de la peine à se faire à l'idée que peut-être dans quelques siècles, quelques millénaires, l'espèce humaine serait rayée de la carte.
par soit croissance démographique trop forte, soit par manque de naissance. On tient un peu à l'espèce humaine finalement, et donc on ne se résout pas à des scénarios de disparition assez vite, en tout cas plus rapide que ne le veut le temps de l'évolution des espèces. Donc c'est la principale raison pour laquelle les démographes privilégient dans leur scénario un scénario moyen qui aboutit à une pratiquement stabilisation de l'espèce. Voilà. Vous voyez que c'est une pure construction là, de modèle. Et voilà. Alors pour les prochaines décennies, probablement que le problème n'est pas là. Le problème n'est pas de trouver le juste équilibre entre les naissances et les décès. Pourquoi ? Vous l'avez vu dans ces projections, elles annoncent que probablement on n'échappera pas à une augmentation, à une poursuite de la croissance démographique mondiale pendant encore quelques décennies, et donc un surcroît de 2 à 4 milliards d'habitants d'ici 2050-2100. Alors là, je vous ai présenté le scénario moyen des Nations Unies qui arrive à 9-10 milliards en 2050. Les démographes souvent font plusieurs scénarios, font plusieurs calculs de projection avec des hypothèses basses et des hypothèses hautes qui encadrent l'hypothèse moyenne, donc aboutissent à des fourchettes. Donc, je ne vous les présente pas là, mais le scénario qui est privilégié, c'est ce scénario central qui aboutit à 9-10 milliards en 2050, 10-11 milliards en 2100, mais surtout, voilà, une quasi-stabilisation de la population mondiale à cet horizon. Alors, une population stabilisée en nombre, probablement, en tout cas, une croissance démographique qui se sera essoufflée. Cela ne veut pas dire que les choses ne vont pas changer dans la composition de la population. Et on va voir que les 10 milliards à attendre en 2050 ne seront pas répartis de la même façon que les 7 milliards d'aujourd'hui sur la planète. Et on va voir un certain nombre de grands changements dans la répartition du nombre des hommes. Et là, j'utilise une autre ressource, c'est la population en chiffres, qui permet donc de parcourir les statistiques mondiales. Alors, le classement des pays par la population va changer. Alors, le premier pays du monde par la population, vous connaissez, la Chine. Voilà. Donc, on va afficher sa pyramide des âges. La voilà, elle a une forme de pagode. On ne va pas commenter les creux et les bosses, ils reflètent simplement une histoire abominable qu'ont vécu les Chinois au cours des 100 dernières années. Les pyramides, en fait, racontent l'histoire des peuples, et c'est pas tendre pour ce qui est de l'évolution de l'effectif de la population de la Chine. Voici la courbe qui démarre en 1950, donc c'est les statistiques des Nations Unies, et jusqu'à aujourd'hui, donc 2014, c'est des observations. Donc la population chinoise est passée de 550 millions d'habitants en 1950 à 1 milliard 360 millions, presque 1 milliard 400 millions aujourd'hui. Et alors, après, vous avez les projections moyennes des Nations Unies, qui annonce une poursuite de la croissance, mais vous voyez, qui s'essouffle très vite, et un maximum dans quelques années seulement, et après avoir atteint presque 1 milliard 400 millions, la population se mettant à diminuer pour repasser sous le milliard d'habitants avant la fin du XXIe siècle. Voilà. Alors, le deuxième pays, le pays qui vient après la Chine, c'est l'Inde. Alors, on va comparer la Chine et l'Inde du point de vue évolution d'effectifs de la population. Donc, vous voyez qu'en utilisant cet outil, vous-même, de votre ordinateur, vous pouvez, comme ça, explorer les statistiques démographiques. Alors, la courbe indienne est en bleu. Alors, jusqu'ici,
en tout cas depuis 1950, l'Inde a été moins peuplée que la Chine, 370 millions en 1950. Aujourd'hui, 2014, 1 milliard 300 millions d'Indiens. Vous voyez, pas loin du milliard 400 millions de Chinois. La différence est de moins de 100 millions. Hein. Et les projections moyennes, là aussi, annoncent une poursuite de la croissance, les deux courbes se croisant dans ces projections vers 2020. Et l'Inde devenant le premier pays par la population, et ceci est creusant l'écart avec la Chine. Mais vous voyez là aussi des projections qui annoncent un maximum au milieu du XXIe siècle et bon, peut-être une légère décroissance à terme. Bon, quand on est au-delà de 2050, ça devient relativement incertain, mais il y a le croisement des courbes. C'est pour demain, donc dans 6 ans, 7 ans, là, donc c'est très bientôt. Quelle est la valeur de cette annonce? Bien, elle est très forte. Pourquoi? Bien, parce qu'on peut examiner combien il est né d'enfants dans chacun des pays, chaque année, depuis 1950. Donc c'est le nombre annuel de naissances. Donc en 1950, il est né 26 millions de petits Chinois et 16 millions de petits Indiens. C'est conforme aux effectifs des deux pays. Ça a été le cas donc jusqu'en 1975. Pour la première fois en 1975, il naît plus de bébés en Inde qu'en Chine. Et donc ça fait maintenant près de 40 ans que chaque année, il est né nettement plus de bébés en Inde qu'en Chine. Actuellement, il en est presque 2 fois plus. Il n'y a pas besoin de calculs mathématiques sophistiqués pour en déduire que, puisque les naissances d'aujourd'hui, c'est la population demain, l'Inde va être plus peuplée que la Chine. Oui, donc c'est imminent. Alors pourquoi ces deux courbes se sont croisées? Et on peut examiner l'évolution de la fécondité, donc le nombre moyen d'enfants par femme dans les deux pays. Et vous voyez que dans les années 50-60, dans les deux pays, les femmes avaient à peu près la même fécondité, 5-6 enfants en moyenne chacune. Dans les deux pays, à partir des années 70, la fécondité a baissé pour arriver à des niveaux nettement plus bas aujourd'hui. On estime à 1,5 enfants en moyenne en Chine et 2,5, 2,4 en Inde. Voilà. Mais simplement, la baisse a été plus rapide en Chine qu'en Inde. Résultat, c'est l'Inde qui sera bientôt le premier pays par la population. Voilà. Alors, on peut comparer comme ça d'autres ensembles, et je vous propose de comparer eh bien, l'Europe. On va prendre donc... c'est l'ensemble de l'Europe qui apparaît en jaune, et puis je vais comparer l'Europe à l'Afrique. Et je vais comparer les populations. Alors, d'abord, je vais faire apparaître la seule courbe européenne. C'est le nombre d'habitants en Europe défini au sens large. Ici, ça va de Brest à Vladivostok. On va inclure la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie. Ce n'est pas l'Union européenne. Donc c'est un ensemble qui représentait 550 millions d'habitants en 1950, qui a vu donc sa population augmenter jusqu'ici. On est 750 millions d'habitants dans cet ensemble. Et les projections moyennes des Nations Unies annoncent pratiquement un maintien de la population à ce niveau, enfin une légère diminution, vous voyez, pas de... Voilà. Alors, si on affiche, comme je l'avais fait tout à l'heure, l'Afrique, eh bien, l'Afrique, c'était 230 millions d'habitants en 1950, donc 2 fois moins que l'Europe. La population de l'Afrique a augmenté, les deux courbes se sont croisées, vous voyez, il y a une vingtaine d'années, et la population de l'Afrique, c'est un peu plus d'1 milliard d'habitants aujourd'hui, et la croissance va se poursuivre en Afrique. Dans ce scénario, en 2050, on arrive à 2 milliards, un peu plus de 2 milliards d'habitants, donc 2 fois plus qu'aujourd'hui, et en 2100, près de 4 milliards d'habitants en Afrique. Alors,
4 milliards d'habitants en Afrique et 1 milliard aujourd'hui d'abord, sur les 7 milliards que compte la planète, donc ça fait un habitant sur 7 qui vit en Afrique. En 2050, si ce scénario se réalise, un peu plus de 2 milliards d'habitants en Afrique, sur un total de 9 à 10 milliards, donc on est à un habitant sur 4 vivant en Afrique. Et en 2100, à 4 milliards d'habitants en Afrique, sur un total de 10-11 milliards, on arrive à 3 à 2 habitants. Donc un habitant sur 2 à 3 qui vit en Afrique. Et l'histoire n'est pas finie. Au XXIe siècle, ce scénario imagine une poursuite de la croissance, même s'essoufflant en Afrique. Et donc, c'est un scénario qui aboutit à un habitant sur 2 de la planète, dont au milieu ou à la fin du XXIe siècle, qui vivrait en Afrique. Donc, sur les 11 milliards qu'on serait. Voilà. Alors, tout ça, c'est des projections. Hein. Ce n'est pas forcément ce qui va se réaliser. Attention, on n'est pas des Madame Soleil ou des... Hein. C'est simplement le calcul selon un certain nombre d'hypothèses. Voilà. Alors, les hypothèses pour l'Afrique, eh bien, c'est que l'Afrique va connaître la transition démographique comme les autres régions du monde. Simplement, comme elle est moins avancée dans le processus, elle va encore bénéficier d'une croissance démographique pendant un certain temps, alors que les autres continents ont terminé leur transition démographique, donc la croissance soit s'est arrêtée, soit elle est en train de s'essouffler. Voilà. Donc c'est simplement la conséquence du fait que l'Afrique est entrée en transition démographique plus tard, et aussi que la transition s'y effectue un peu différemment que dans les autres continents. Mais dans ce scénario, l'Afrique n'échappe pas à la transition démographique. Et en Afrique, comme ailleurs, les familles, petit à petit, limitent les naissances et on arrive au total à autour de 2 enfants en moyenne par femme. Voilà. Alors, retournons au classement des pays et comparons maintenant, eh bien, le 3e pays de la planète. Alors, est-ce que vous connaissez par la population? Non. Les États-Unis. C'est quand même une puissance, les États-Unis. Alors, économique, mais aussi démographique. C'est plus de 300 millions d'habitants. Ben, j'ai bien fait de venir ce soir, là, vous aurez appris quelque chose. Donc, examinons les États-Unis. Voilà la pyramide des âges des États-Unis et l'évolution de sa population totale. Donc, plus de 320 millions d'habitants en 2014, contre en 2050 un peu plus de 150 millions d'habitants, donc doublement, plus que doublement. Et une projection moyenne qui annonce 100 millions d'habitants en plus d'ici 2050 et encore une croissance au-delà. Alors, comparons cette évolution avec le premier pays par la population d'Afrique. Très bien, bravo. Une place gratuite pour monsieur. Alors, le Nigeria, est-ce que vous savez quelle est la population du Nigeria? Là, ça devient plus difficile. Non? Combien? Vous pouvez augmenter? Non. Bon, vous n'êtes pas très loin. Voilà le chiffre, donc un peu plus de 170 millions d'habitants, 175 millions, d'après les statistiques des Nations Unies. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les 2 pays vont voir leur population croître d'après ces scénarios. La croissance plus rapide au Nigeria qu'aux États-Unis, avec des courbes qui se croisent là aussi, toujours dans ces projections, à peu près en 2050, les 2 pays ayant 400 millions d'habitants. Donc le Nigeria ayant déjà plus que doublé. Et à la fin du siècle, eh bien, là, le Nigeria aurait largement
laisser derrière les États-Unis, puisqu'il arriverait à 730 millions d'habitants. Ce sont les chiffres qui ne sont pas les plus récents, c'est ceux publiés il y a 2 ans par les Nations Unies. Les Nations Unies viennent de publier de nouvelles projections, et le Nigeria a plus de 900 millions d'habitants en 2100 dans le scénario moyen. Parce que les hypothèses d'évolution de la fécondité et aussi de la mortalité ont été revues, parce que d'une part, la mortalité a baissé plus qu'on l'avait imaginé au cours des dernières années, donc on a revu les espérances de vie à la hausse, et puis de son côté, la fécondité dans beaucoup de pays africains a baissé moins qu'on l'imaginait dans les précédents calculs. Résultat, tous les chiffres ont été revus à la hausse pour les pays d'Afrique, dont le Nigeria. Alors le Nigeria en 2100, avec 900 millions d'habitants, on est pratiquement au niveau de la Chine. Et donc dans ces projections moyennes, finalement, le Nigeria devient le 2e pays par la population, après l'Inde, mais devant la Chine. Toujours, c'est des projections. C'est des scénarios, ce n'est pas forcément ce qui va se passer. Mais vous voyez qu'il y a une redistribution de la population entre les différents continents relativement importante qui est à attendre dans les prochaines années. Alors, outre un accroissement supplémentaire de population, une redistribution de la population entre les différents continents avec une montée démographique de l'Afrique, donc qui pourrait représenter de 1/3 à la moitié de la population mondiale dans 100 ans ou 150 ans. Il y a un 3e phénomène à attendre aussi, c'est un vieillissement de la population. Alors, on ne cesse d'en parler en France, en Europe, de se lamenter, comment on va faire pour nos retraites. Mais on oublie une chose, c'est que c'est un phénomène qui est mondial, qui ne concerne pas seulement les pays industrialisés. Donc on va voir ça ensemble avec une autre ressource qui est sur le site de l'INED, qui s'appelle « La population et moi ». Alors là, c'est comme au cirque, j'ai besoin d'un volontaire ou d'une volontaire. C'est pas méchant, ça tue pas. Alors, c'est un volontaire à qui je demanderais de nous dire son âge. Alors, je ne vais pas demander à une dame. Il paraît que ce n'est pas poli de demander son âge. Est-ce qu'il y a un volontaire masculin? Très bien. Je suis né en 53. Ah, vous m'obligez à faire le calcul. Hein. Vous avez 60 ans. 60 ans. Ah ben, très bien, ben, félicitations. Voilà, alors cet écran vous indique combien il y avait d'humains sur la planète quand vous êtes né. Donc vous lisez le chiffre, 2,7 milliards. On est 7,2 milliards cette année. Et donc la population a augmenté de près de 3, a été multipliée par 3, presque. Voilà. Ça vous fait pas plus d'effet que ça, mais... Alors... en Europe, eh bien, la population n'a augmenté que de 29% depuis que vous êtes né. Donc c'est assez modeste, mais dans le même temps, en Afrique, elle a été multipliée par 4,5. Voilà. Alors, deuxième information, il y a 60 ans, vous n'avez pas été seul à naître sur la planète. Vous avez été 99 millions. Regardez ce que sont devenus vos collègues de promotion, si on peut dire. Vous faites partie alors de la petite majorité d'heureux survivants, mais vous voyez, presque la moitié de vos collègues ne sont plus là. Voilà, on a une pensée pour eux. Mais alors, ce qu'il y a, c'est qu'en Europe, vous faites partie, alors là, de la large majorité qui est encore en vie. Donc, en revanche, si on va en Afrique, où presque 12 millions de vos collègues de promotion sont nés, vous voyez que là, ils sont minoritaires. Hein. Donc,
vous percevez les différences de mortalité, donc depuis 60 ans, hein, pour votre cohorte. Et alors, là, une dernière information qui va peut-être pas vous faire très plaisir. Vous voyez dans la pyramide des âges, comme ça, vous êtes jeune, hein, vous donnez l'impression, et ben vous faites partie du 10e le plus âgé, donc les 12% les plus âgés de la planète. Alors, je vais tout de suite vous rassurer, c'est pas que vous êtes spécialement vieux, c'est que la population mondiale est jeune. Hein. Et alors, devinette, à quel âge devient-on vieux ? C'est-à-dire, il y a plus de personnes qui sont plus jeunes que vous que de plus âgées. C'est une définition comme une autre, c'est l'âge, donc... Bon, je vois qu'il y a des hésitations. On n'a qu'à faire l'expérience, regardez. Je vais voir le moment. Voilà, c'est 29 ans, 30 ans. Hein, voilà. L'âge médian de la population mondiale. Donc, c'est à partir de cet âge qu'on peut dire qu'on devient vieux. Vous voyez que on n'est pas beaucoup dans la salle, hein. Moi-même. Alors, pour vous rassurer, pas totalement, tout dépend de là où on est sur la planète. Parce que à 29 ans, on est en train de passer dans la catégorie des jeunes à la catégorie des vieux. Si on est en Europe, à 29 ans, on fait partie du tiers le plus jeune. Là, on peut se considérer être jeune. Mais si on est en Afrique, à 29 ans, on est déjà définitivement un vieux, on fait partie du tiers le plus âgé. Donc, vous voyez, l'âge médian à l'échelle mondiale, c'est l'âge où on est encore jeune en Europe et on est déjà un vieux en Afrique. Alors, en Afrique, quel est l'âge médian? Quel est l'âge, à votre avis? 15 ans? Alors, 20 ans. Voilà. Et en Europe? Alors, on va essayer. Vous n'êtes pas loin, là, hein? Je crois que vous avez aussi gagné une place gratuite pour la prochaine conférence. C'est 41 ans, vous n'êtes pas loin. Voilà. Alors, tout ça pour vous montrer la diversité des situations du point de vue du vieillissement démographique. Alors, quel est le pays dont la population est la plus âgée? Donc, c'est le Japon. Alors, quel est l'âge médian au Japon, à votre avis? 50? C'est un petit peu beaucoup. Voilà. Alors, 46 ans. Mais finalement, le Japon fait jeu égal avec un autre pays tout proche de nous, et c'est l'Allemagne. Voilà. Le même âge médian, avec une pyramide des âges d'une forme différente, hein, vu donc l'évolution. Mais vous avez des pays tout proches de nous également qui sont en voie de vieillissement démographique relativement rapide. Et là, je vais vous montrer l'Espagne. Alors, l'Espagne, l'âge médian est un peu moins élevé qu'en Allemagne, c'est 41-42 ans. Mais vous voyez la pyramide des âges, extrêmement creusée à la base et relativement peu fournie au sommet. Donc, une pyramide dans la partie haute et puis à la base, une espèce de toupie. Si on se projette, cette forme de pyramide annonce un vieillissement extrêmement rapide à attendre des prochaines années. On peut se projeter, regardez, voilà. Donc, et alors, dernier pays, on n'en a pas parlé, c'est la France. Et vous allez voir la différence avec l'Espagne. Alors, et donc, la France, voilà sa pyramide des âges. L'âge médian... Ah non, attendez, là c'est 2018, j'ai triché. Il faut... Parce que, voilà, donc
c'est un peu plus élevé, mais on est à 40, 41 ans. Mais vous voyez, la base de la pyramide, c'est un cylindre. Et ça veut dire que pour ce qui est des prochaines années, les perspectives de vieillissement démographique, bon, elles sont toujours là. La population va continuer de vieillir, mais beaucoup moins rapidement qu'en Espagne, en Allemagne. Voilà. Alors, on peut dire que c'est un avantage pour la France. On ne s'en aperçoit pas dans les débats. C'est un peu une consolation. Le vieillissement démographique est sans doute moins compliqué à gérer pour les prochaines décennies que dans la plupart de nos voisins européens, parce que même si la population va continuer de vieillir, c'est à un rythme plus lent. Quel est l'âge où les femmes et les hommes sont en nombre égal en France? Parce que globalement, il y a à peu près autant d'hommes que de femmes, légèrement plus de femmes. À la naissance, il y a plus de garçons que de filles, mais les garçons meurent plus, les hommes meurent plus que les femmes, c'est vrai à tous les âges. Hein. Et résultat, c'est 25 ans à peu près, équilibre numérique. Et au-delà, les femmes sont plus nombreuses à tout âge. Et alors, chez les centenaires, imaginez, en France, 8 centenaires sur 10 sont des femmes. Il y a quand même 2 hommes, mais qui défendent. Voilà. Alors, on pourra discuter pourquoi. Est-ce que c'est un fait de nature ou est-ce que c'est pour d'autres raisons? Ça, c'est des débats entre spécialistes, mais probablement que ça tient plus au comportement, hein, puisque à tout âge, donc les hommes ont des comportements plus risqués, moins favorables à la santé. Les femmes, de leur côté, bon, ont une habitude de fréquenter les médecins, le milieu médical, ne serait-ce que pour les questions de suivi gynécologique, hein, que n'ont pas les hommes. Ils ne vont pas voir leur andrologue. Les femmes vont voir leur gynécologue. C'est vrai que ça leur fait une habitude de régulièrement avoir un check-up, de repérer les problèmes de santé plus tôt, indépendamment des conduites à risque qui sont moins fréquentes. Mais, attention, sur ce sujet, les hommes sont en train de rattraper leur retard, puisque l'écart d'espérance de vie entre hommes et femmes dans les pays développés, qui se creusait jusqu'il y a 20 ou 30 ans, est en train maintenant de se réduire. Et donc, attention mesdames, le tabagisme notamment, qui a été plus récent chez les femmes, mais qui aussi, les femmes ont de la difficulté maintenant et sont plus en retard pour ne pas fumer. Et donc, il y a une montée de la mortalité par cancer lié au tabac chez les femmes, alors que chez les hommes, on est déjà en période de repli de la mortalité par cancer lié au tabac, parce que bon, c'était arrivé à des niveaux plus élevés que pour les femmes, mais maintenant, on gagne tous les efforts pour limiter l'usage du tabac. Et en revanche, chez les femmes, l'épidémie de tabagisme est en train de produire ses effets en termes de mortalité par cancer. Donc, vous savez qu'en 1945, il est né près de 900 000 bébés contre 600 à 700 000 en 1944. 200 000 bébés en plus chaque année, et ça s'est maintenu après pendant 30 ans. 900 000 naissances par an, ce qui est beaucoup, et on est revenu depuis 1974-75 à un niveau autour de 800 000 naissances chaque année, relativement constant, remarquablement constant, qui vaut à la France cette pyramide cylindrique que n'ont pas la plupart de ses voisins. Ça, c'est une grosse différence entre la France et il y a un certain avantage pour justement les questions. Alors un dernier point, peut-être avant de m'arrêter, parce que j'ai beaucoup parlé, c'est que là j'ai pris des exemples européens ou de pays développés concernant le vieillissement démographique. Alors on peut aller en Afrique, hein, et la situation elle est très différente. Alors, je prends l'exemple du pays le plus jeune démographiquement. On ne voit pas bien cette pyramide, c'est le Niger. L'âge médian au Niger, actuellement, alors il faut que je me mette en 2014.
voilà, c'est 15 ans. Hein. Donc à 15 ans, déjà, vous faites partie des vieux. La population du Niger voilà, va considérablement augmenter dans les prochaines années. Hein. Alors, c'est autour de 15 millions d'habitants. On anticipe peut-être 100 millions d'habitants au Niger. Hein, alors, toujours pareil, c'est des... Et la pyramide des âges, bon, évolué. Alors, on peut prendre un pays qui est plus avancé dans la transition démographique. Je vais prendre... le Mali, c'est pratiquement comme le Niger. Hein. Mais je vais prendre plutôt un pays comme, je ne sais pas, la Tunisie, là. Un peu plus. Mais vous-même, vous pouvez visiter. Et donc, en Tunisie, voilà la pyramide des âges aujourd'hui. 30 ans, 31 ans d'âge militant, donc un pays démographiquement jeune. Mais vous voyez qu'en termes de fécondité, les Tunisiennes n'ont guère plus d'enfants que les Françaises aujourd'hui. La fécondité a beaucoup baissé, et ce qui explique cette pyramide qui... Voilà, et voilà la projection démographique avec, vous voyez, une pyramide qui devient cylindrique, voire même qui se creuse à la base dans ce scénario. Donc, un pays jeune démographiquement, mais qui est en train de vieillir démographiquement et qui va vieillir très rapidement, beaucoup plus rapidement que les pays du Nord quand ils ont été au même stade. Donc c'est un peu une leçon des projections des démographes, c'est que le vieillissement démographique, d'abord, il concerne toute la planète. Il va se produire dans les pays du Sud beaucoup plus vite qu'il ne s'est produit dans les pays du Nord, parce que la transition démographique s'y est effectuée beaucoup plus vite. Et c'est un vrai souci, un vrai défi, parce que dans beaucoup de ces pays, la plupart des adultes d'aujourd'hui, qui sont très nombreux, qui représentent une part très importante de la population, parce qu'il y a encore très peu de personnes âgées, il y a beaucoup moins d'enfants parce que la fécondité a baissé, et donc les personnes d'âge actif représentent une part conséquente de la population. C'est d'ailleurs pour ces raisons que tous ces pays se sont développés très rapidement économiquement. Je parle de la Chine, du Brésil, des pays d'Afrique du Nord. Ils ont pu donc construire leur développement économique sur une abondante population d'âge actif. Et la charge représentée par les personnes âgées et les jeunes avait beaucoup baissé grâce à la transition démographique. Or, ces pays vont voir leur population vieillir très vite, et beaucoup d'actifs d'aujourd'hui qui font la croissance économique n'ont pas cotisé. Il n'y a pas de système de cotisation partout pour tous. Et quand ils seront vieux, on peut se poser la question, comment vivront-ils quand ils seront vieux? Et il faut savoir que dans ces pays, jusqu'ici, les personnes âgées étaient prises en charge par la famille. Hein, mais les jeunes d'aujourd'hui, qui sont à l'université, qui ont des diplômes, ils n'ont pas dans leur projet de prendre en charge leurs parents quand ils seront âgés. Ce n'est pas du tout la mode. Et c'est vrai en Tunisie, c'est vrai en Chine, c'est vrai en Inde. Et les gouvernements, les États, devraient se soucier tout de suite de ce problème, mettre en place des systèmes de solidarité collective, comme il en existe dans les pays développés, pour assurer donc la prise en charge des personnes âgées de demain. Et on peut se faire du souci, ça va être un des grands défis de demain, comment vont vivre les personnes âgées demain dans les pays du Sud, sachant que leur nombre va augmenter très fortement et que les systèmes de retraite, de solidarité collective, ils sont longs à mettre en place. En France, ça a mis près d'un siècle, enfin plus de 50 ans, pour bâtir ce système de cotisation. Vous ne comptez pas sur vos enfants pour vous prendre en charge économiquement quand vous êtes vieux. C'est parce que l'État a organisé, et donc les différents systèmes de cotisation, mais tout le monde, normalement, sera pris en charge d'une façon ou d'une autre. En Chine, la majorité des actifs qui font la croissance économique chinoise n'ont pas cotisé ou cotisent des sommes ridicules. Et donc, on peut se poser des questions. Demain, les Chinois âgés, comment vivront-ils? Donc, c'est un des grands défis. Vous voyez,
en plus de ceux posés par cette augmentation de la population mondiale à prévoir de quelques milliards, mais encore une fois, ce n'est pas des centaines de milliards qui sont à prévoir. Hein. Voilà, donc je vais peut-être finir là-dessus en disant que, bon, il est illusoire de penser beaucoup pouvoir agir sur les courbes démographiques, notamment l'évolution des nombres des hommes. Je pense que vous avez compris que on ne peut pas arrêter la croissance démographique tout de suite. Donc on n'échappera pas à un surcroît de quelques milliards. Hein. Cela dit, les humains changent leur comportement et beaucoup plus vite qu'on l'avait imaginé. Et donc, ils se tournent vers le modèle de la famille de petite taille, 2 enfants en moyenne, voire moins. Et ça, c'est en cours, c'est déjà là. Mais il n'empêche, en raison de l'inertie démographique, la population va continuer à augmenter malgré cela. Alors, on ne peut pas arrêter la croissance, on ne peut pas empêcher quelques milliards en plus. En revanche, eh bien, on voit les autres défis, notamment le changement climatique, l'érosion de la biodiversité. Et là, c'est dans nos moyens, on a pouvoir de jouer sur les leviers pour changer nos comportements tout de suite et avoir des effets. Autant sur le nombre des hommes, on ne peut pas jouer à court terme beaucoup, autant sur les comportements en matière de consommation, d'environnement, on peut jouer et on doit jouer tout de suite. Donc il ne faut pas se tromper de cible. Vous entendez certains qui disent c'est la faute à la population, on est trop nombreux, c'est parce que la population augmente qu'on a des problèmes. Oui et non. On ne pourra pas changer ça, en tout cas dans les prochaines décennies. En revanche, ça nous oblige à regarder du côté des comportements et à les modifier tout de suite. Et donc la question pour les prochaines décennies n'est pas tellement celle du nombre des hommes, mais celle de la façon dont ils vivent et de leur comportement. Et donc l'urgence, c'est plutôt de ce côté-là que d'essayer de modifier les courbes démographiques à court terme. Voilà, je vous remercie. Vous ne nous avez pas parlé de l'écart type. On va vers 2 enfants par femme, mais est-ce que c'est la moitié de la population qui n'a pas d'enfants et l'autre moitié qui en a 4, ou est-ce qu'ils ont tous 2 enfants? Je vois que vous en demandez beaucoup. Alors, en France aujourd'hui, la moyenne 2 enfants donc, cache une diversité de situations. En gros, sur 10 femmes, et là je vous parle des femmes qui ont atteint 50 ans, donc pour lesquelles on a pu faire le bilan du nombre d'enfants qu'elles ont eu. Il y en a une qui n'a eu aucun enfant, 2 qui en a eu 1 exactement, 4 qui en a eu 2, 2 qui en a eu 3, et 1 qui en a eu 4 ou plus. Quel est l'écart type ? Bon, vous le ferez le calcul, mais il y a bien sûr, c'est une moyenne, il y a une diversité. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au moins dans les pays développés et partout, la baisse de la fécondité, donc du nombre moyen d'enfants par femme, s'est accompagnée d'une réduction très forte de ce que vous appelez l'écart type, de la dispersion. Autrefois, on avait des femmes qui avaient énormément d'enfants, elles n'étaient pas très nombreuses, mais il y avait beaucoup de familles nombreuses, mais il y avait aussi des familles de toutes les tailles. On le voit bien quand vous vous interrogez sur combien j'ai de frères et sœurs. Je ne sais pas combien vous en avez, vous. Ah oui, donc vous êtes 2 dans votre famille, mais dans votre génération, probablement que la majorité des personnes sont membres d'une fratrie nombreuse, de 4, 5 enfants ou plus. Parce que même si ces familles nombreuses représentaient qu'une minorité de toutes les familles, ben, ça fait beaucoup d'enfants, et au total, voilà. Or ça a complètement changé, et si vous allez dans une classe de primaire, et que vous faites cette enquête, vous allez voir que le modèle dominant, enfin, les enfants qui sont d'une fratrie de 2 ou de 3, c'est la grosse majorité. Étant donné l'importance des problèmes démographiques, comment se fait-il que dans beaucoup de pays européens où on fait beaucoup de projections économiques, on ne semble pas se préoccuper des problèmes démographiques? Alors, je suis mal placé pour vous répondre. Moi, je suis pas. Mais j'ai l'impression qu'on n'arrête pas de faire des projections de population, de s'interroger sur les évolutions de population. Et
On en fait beaucoup parce que l'avantage des projections démographiques par rapport aux projections économiques, ça c'est un gros avantage qu'ont les démographes, c'est qu'ils ont un outil qui permet de se projeter à 10, 20, 30 ans sans trop se tromper. Un économiste, malheureusement, comme les démographes, les projections sont démenties la plupart du temps, mais elles sont souvent sévèrement démenties chez les économistes. Donc j'aimerais pas être un économiste, mais ça ne les gêne pas, ils continuent à faire des projections comme les démographes, mais on a un outil donc, qui est très précieux et on l'utilise normalement, donc simplement, voilà. Alors, on regarde beaucoup ça, bien sûr, nous en relation avec les évolutions de la biodiversité ou des questions qu'on évoquait tout à l'heure. Alors, ce qu'on regarde beaucoup de très près, c'est l'âge moyen au décès, que tu as évoqué tout à l'heure, là. Bon, c'est vrai que la réduction entre hommes et femmes se produit en ce moment. N'empêche qu'on observe au Japon depuis quelques années, aux États-Unis depuis quelques années, et en France depuis l'an dernier, une réduction de l'espérance de vie globale chez les femmes. C'est-à-dire que ce qu'on avait imaginé il y a 7-8 ans, on disait chaque petite fille qui naît maintenant, 1 sur 2 aura 100 ans. On revient beaucoup là-dessus aujourd'hui, pour des raisons énergétiques. Parce que si on met effectivement le coût énergétique du vieillissement sur la démographie et sur la population, on se rend compte qu'on aura beaucoup de mal en fait, à tenir un accroissement illimité de la durée de vie, en fait. Alors, accroissement illimité... passer de 80 à 100, par exemple. Alors, c'est peut-être pas pour tout de suite, ni dans 50, 100 ans, mais il ne faut pas l'exclure. Non. Voilà, parce que chaque année, on est étonné de ce que l'espérance de vie a progressé par rapport à l'année précédente. Mais plus chez nous. Si, justement. En France, j'ai vu 3 mois de moins chez les femmes l'an dernier, dit l'INSEE. Non, alors c'est inexact. Aux États-Unis il y a eu une diffusion d'une information erronée, mais ça concernait l'espérance de vie en santé, parce que maintenant... Les statisticiens produisent plusieurs indicateurs, l'espérance de vie totale et l'espérance de vie en bonne santé. Ouais. Et il a été annoncé, mais c'était faux, c'est une erreur, qu'elle baissait en France. D'ailleurs, Mélenchon, régulièrement, reprend ce chiffre. Bon, on a beau lui expliquer que c'est faux, mais il a été lâché par des collègues qui n'ont pas fait attention. Pourquoi? C'était des estimations sur des petites enquêtes, 3000 personnes, où on pose des questions sur leur santé. Est-ce que vous estimez en bonne santé? Oui, non. Donc c'est très incertain. Et c'est vrai qu'une année, le chiffre était plus bas que l'année précédente. Mais c'est une vraie question. Est-ce que les années gagnées, parce qu'on n'arrête pas de continuer à progresser en matière d'espérance de vie, ça c'est quelque chose auquel on ne pensait pas, on pensait arriver à un plafond et on continue à progresser. Voilà. Est-ce que ces années en plus, c'est des années en bonne santé? Alors, jusqu'à il y a 10-15 ans, on pensait que oui, toutes les années gagnées, c'était des années en bonne santé. Les enquêtes récentes d'il y a 2-3 ans montrent que c'est peut-être à nuancer, notamment du côté des femmes. Mais toujours, c'est difficile à mesurer. C'est un indicateur maintenant qui est standard au niveau de l'Union européenne, d'Eurostat, mais je trouve qu'on devrait faire attention. On mesure ça très mal, comme je dis. C'est basé sur des enquêtes, sur des échantillons de personnes interrogées à qui on demande « est-ce que vous vous estimez en bonne santé ?» Donc c'est une auto-évaluation de sa propre santé. Et il n'est pas dit que les personnes d'aujourd'hui, notamment les personnes âgées, n'évaluent pas leur santé différemment que les personnes de même âge il y a 50 ans. On le voit bien, on fait des comparaisons internationales. Vous allez en Afrique, des gens qui ont plus de dents, il leur manque une jambe et tout, on leur pose la question, est-ce que vous êtes en bonne santé? Oh oui, moi ça va, parce que ils sont dans la situation de la plupart des gens qui, aux États-Unis, mais une personne en excellente santé, peut-être, prend l'habitude de plus en plus de se dire en mauvaise santé. Donc, attention à ces indicateurs. Donc, la messe n'est pas encore dite là-dessus. Je voudrais savoir, est-ce que dans votre logiciel de calcul et de projection a été intégré tous les problèmes de mortalité qui sont différents pour chaque pays, les mortalités à venir, je veux dire les nouvelles maladies qui vont émerger, les problèmes de mortalité dus à la pollution qui vont en s'accroissant de manière très inégale entre chaque pays. Donc, est-ce que ça a été intégré dans chaque pays une variante différente? Et puis toutes sortes de mortalités qui genre à des conflits, les conflits futurs qui risquent d'arriver dans certaines zones du monde plus que dans d'autres. Ou est-ce que c'est uniquement un calcul
en fonction mathématique des naissances et de la fécondité des femmes. Derrière, il y a des hypothèses, principalement pour ce qui est des tendances, que ce soit de la fécondité ou de la mortalité, on prolonge les tendances observées au cours des dernières années ou décennies. En matière d'espérance de vie, dans un pays ou dans une région où elle augmente continuellement, comme en France, de 2 ou 3 mois, bon, on poursuit la tendance pour des pays comme la France en ralentissant l'augmentation chaque année, parce qu'on n'y croit pas que ça va continuer à augmenter, donc, mais sans mettre un plafond. Pour ce qui est d'éventuelles épidémies, ben, c'est typiquement les événements imprévisibles qui peuvent arriver. Mais c'est pareil, je vous dirais que toutes ces projections de population mondiale, ça peut-être va être démenti parce qu'une météorite, dans quelques années, va arriver du même type que celle qui a marqué la fin des dinosaures, et puis c'est terminé pour tout le monde. Mais c'est typiquement l'événement qu'on ne peut pas prévoir. Donc là, c'est toujours dans la continuité de ce que l'on connaît. Oui, et puis alors, pour ce qui est des épidémies, notre expérience, c'est que les pires épidémies, au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer, elles sont arrivées, notamment l'épidémie de sida. Avec ça, elle a eu un impact certain sur certains pays les plus touchés, en Afrique, mais pas tous les pays d'Afrique, mais elle n'a pas entraîné un recul de la population d'aucun pays d'Afrique, même si la mortalité a augmenté. Et les projections dont je vous ai parlé, avec 4 milliards peut-être d'habitants en 2100 en Afrique, ça inclut les conséquences de l'épidémie de sida. Donc, cette épidémie, on ne l'avait pas anticipée, on ne pouvait pas imaginer, elle a eu un impact très important, n'empêche, elle ne remet pas en cause la vitalité démographique de l'Afrique. Et en ce qui concerne la pollution, éventuellement en Chine, est-ce que c'est intégré dans les calculs ? Non, parce que on a de la peine, d'abord. On manque d'études pour mesurer l'impact aujourd'hui de la pollution grandissante. Hein. Vous savez que la pollution à Paris également, elle n'est pas très brillante. Hein. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas totalement l'effet. Et avec ça, je dirais que si vous étiez un humain il y a un siècle, un Parisien, je ne sais pas ce que vous auriez respiré. Hein. L'air était irrespirable au XIXe siècle, et sans doute les problèmes... Alors, ce n'est pas pour nier les problèmes d'aujourd'hui liés à la qualité de l'air, mais nos arrière-grands-parents et arrière-grands-parents qui habitaient à Paris respiraient un air épouvantable. Il y avait à l'époque une surmortalité urbaine, c'était au moment de l'industrialisation. Les villes étaient des mouroirs, les villes industrielles. Donc, d'un certain côté, on respire mieux qu'il y a 100 ans, enfin, ou il y a 150 ans, hein, dans certaines régions. Alors, encore une fois, ce n'est pas pour nier les problèmes réels qui vont arriver. Est-ce que l'espérance de vie en Chine va finir par diminuer parce que, voilà, on peut espérer qu'ils vont trouver rapidement une solution pour réduire les sources de polluants. Ça doit être un souci, je pense, croissant en Chine, et on ne peut qu'espérer qu'ils vont endiguer le phénomène. Mais pour ce qui est des projections démographiques, bon, ce n'est pas pris en compte spécifiquement. Est-ce que ça peut être pris en compte du point de vue du calcul, ou c'est impossible ? Beaucoup de gens, quand on leur présente ce genre d'exercice, disent « Mais attendez, vous vous trompez ». Il y en a même qui disent « Mais c'est faux vos chiffres. On sait bien, les maladies chroniques envahissent, la mortalité augmente ». Mais je leur dis « Ben non, la mortalité continue à baisser à tous les âges en France, y compris aux âges élevés. Les maladies chroniques, on est d'accord, il y en a de plus en plus, mais on vit de plus en plus longtemps parce qu'on sait en partie les prendre en charge. On a amélioré la prise en charge. Donc, vous voyez, de vivre beaucoup plus longtemps, c'est vrai que ça entraîne des défis, mais si on vit plus longtemps, c'est parce qu'on a accepté d'appareiller les gens qui ont besoin d'appareils pour mieux entendre, pour mieux voir, et c'est pour ça qu'ils vivent plus longtemps. La société a fait ce choix de dépenser pour que, aux âges élevés, on puisse en partie pallier les handicaps, et c'est pour ça qu'on vit plus longtemps. Mais c'est un choix, et pour l'instant, on ne le remet pas en cause. Est-ce que vous pourriez faire un petit retour en arrière et parler de cette période d'il y a à peu près 10 000 ans où on s'est sédentarisé et où on a créé l'agriculture ? Combien on était ? Est-ce qu'il y a eu des conséquences rapides
Parce que c'est très court le temps qu'il y a eu. Oui, alors l'INSEE n'existait pas à l'époque, ni les recensements. Et vous savez, les sources pour estimer la taille des populations, il y en a, mais c'est très fragile. Hein. C'est des restes d'occupation humaine, des hypothèses sur quand on voit un foyer, bon, il y avait combien de personnes derrière, et puis des hypothèses sur le nombre de foyers dont il ne reste plus aucune trace. On sait que plus on recule dans le temps, moins il reste de traces. Hein. Donc, alors, je ne suis pas spécialiste de paléodémographie, mais je dirais que c'est un autre domaine. Hein. Et souvent, on est un peu dans la poésie, parce que ça n'a rien à voir comme chiffrage, comme solidité des chiffres. Hein. Ça ne veut pas dire Cécile en a parlé au début. On ne sait pas trop si l'augmentation très probable et très importante de population il y a autour de 10 000 ans, est-ce qu'elle a précédé la révolution néolithique ou est-ce qu'elle en a été une conséquence? Pendant longtemps, on a pensé que c'était parce que les hommes avaient donc domestiqué les animaux et s'étaient mis à l'agriculture que ça avait ouvert des possibilités de croissance de la population. Mais on n'en sait rien et c'est peut-être l'inverse. Je ne crois pas que la question soit résolue. Hein. Et on manque de chiffres. Hein, Le fait que vous manquiez de chiffres, les tableaux ne pourraient pas être fonctionnés à l'envers? Ah, tout à fait. D'ailleurs, on pratique des rétroprojections pour évaluer ce que pouvait être la population. Les Anglais, notamment, ont fait un gros travail, les démographes historiens anglais, pour reconstituer la population du Royaume-Uni au XVIIIe siècle, en partant des chiffres donc, de ce qu'on sait des périodes plus anciennes et en faisant des hypothèses. Donc on peut le faire. Mais la France, bon, on dispose d'estimations à partir quelques chiffres, à partir du XVIIIe siècle, XVIIe siècle. Les rois avaient un gros souci de compter leur population. D'abord parce que ça donnait de l'importance, mais surtout de voir si elle était en augmentation ou pas. Pourquoi? Parce que l'augmentation de la population, c'était considéré comme un signe de bonne gouvernance. Et donc Louis XIV a ordonné à ces statisticiens de l'époque, qui étaient des philosophes mathématiciens, d'organiser un décompte de la population du royaume. Et vous savez comment on a fait? On n'a pas du tout procédé en recensant la population. On est allé décompter les naissances qui étaient enregistrées dans les registres paroissiaux. Et des naissances, on est passé à une estimation de la population par un multiplicateur. Donc les démographes de l'époque utilisaient cette méthode parce que c'était plus facile de décompter les naissances, elles étaient inscrites dans les registres, que de décompter les personnes. En plus, c'était dangereux d'aller faire des enquêtes. Hein. Les enquêteurs pouvaient se faire massacrer. On ne sait pas pourquoi ils venaient là, si c'était pour les impôts. En revanche, d'aller regarder les registres. Et donc c'est comme ça qu'on a une estimation assez solide de la population du temps de Louis XIV, autour de 20-25 millions d'habitants. C'est à partir du nombre de naissances et d'un multiplicateur, donc, puisqu'on faisait une hypothèse sur la relation entre la population et le nombre de naissances chaque année. Vous n'avez pas parlé des problèmes de mouvement de population. Est-ce que comment ça rentre en compte dans le modèle? Par exemple, aux États-Unis, évidemment, une immigration mexicaine, autre chose, où manifestement de l'importance, où on l'a eu en tout cas. Oui, alors c'est vrai qu'à l'échelle mondiale, on ne suppose pas l'arrivée de Martiens ou l'émigration vers Mars, mais pour des pays particuliers. Alors, les États-Unis, on a vu que c'est un pays avec une population qui augmente. Hein, on prévoit 100 millions d'Américains en plus d'ici 2050. Ils en sont très fiers, d'ailleurs, les Américains, que la population augmente. Pourquoi elle augmente? C'est pour moitié par l'excédent des naissances sur les décès, mais pour plus d'une moitié, parce que c'est juste une partie minoritaire, grâce au solde migratoire, donc à l'arrivée de migrants, qui est bien plus important que les migrations d'Américains. Et donc, la population des États-Unis, si elle a pu augmenter autant, parce que les États-Unis étaient aussi peuplés que la France vers 1860. Les deux courbes se sont croisées, vous voyez, il y a 150 ans. Et depuis, bon, et les États-Unis ont eu une politique délibérée d'accueillir des immigrants. Et ils sont toujours très fiers d'avoir une immigration, même s'ils essayent de l'organiser. Voilà.
Donc, l'immigration est une source importante de croissance. Et bien sûr, c'est un paramètre qui est difficile à estimer. Et les hypothèses sont... on le voit bien en Europe, les migrations peuvent changer très rapidement d'une année à l'autre, avec une crise économique, avec une crise politique. Mais bon, pour les pays comme les États-Unis, probablement qu'ils ne vont pas changer leur politique et fermer leurs frontières, même s'il y a le discours derrière. Ils se vivent comme une population issue de l'immigration. Ils savent que leur réussite économique est basée en partie sur l'arrivée d'immigrés qui viennent. Et ça, c'est une différence avec la France, qui est aussi un grand pays d'immigration. Sa population s'est construite en grande partie sur l'immigration. Mais en France, on n'aime pas se le dire. On ne l'a pas pris comme un élément positif, enfin pas tout le monde. Et donc c'est une des différences entre la France et les États-Unis, cette non-reconnaissance, ou reconnaissance que partielle, qu'on est un pays d'immigration. Et c'est pour ça qu'on est un pays relativement peuplé. Et voilà. Les mariages gays, vous êtes déjà perdu. Ah, le mariage gay. Alors, les mariages gays... Ce sera le mot de la fin. Les mariages de même sexe, vous savez que ça n'est possible en France que depuis juillet. Alors, je ne connais plus le nombre. Et l'INSEE a publié hier... 7000. Et c'est 7000 sur un total de mariages supérieur à 200 000 et de Pax de 150 000. Donc, c'est certes, il y a un certain succès, mais c'est très peu, c'est une goutte d'eau dans l'ensemble des mariages, et probablement qu'il ne va pas y avoir une marée de mariages de même sexe. Merci, au revoir.